Bonjour, je m'appelle Antoine Marzio, je suis économiste, consultant indépendant dans l'agroalimentaire depuis de nombreuses années et je viens d'écrire un livre, un essai sur la filière porcine en France et sur l'avenir de la production porcine dans notre pays. Qu'en est-il de la filière porcine en France ? Il y a en fait deux sujets qui sont assez proches. Le premier sujet, c'est la filière porcine industrielle française, la filière conventionnelle, qui représente quand même 95%, si ce n'est plus, de la production porcine française, et disons aussi européenne, allemande, espagnole, etc. Et même canadienne et américaine et maintenant brésilienne. Tout cela élève industriellement les mêmes cochons. Le premier problème, donc, ou le premier sujet, ça concerne cette filière en France qui repose sur un nombre relativement important d'élevages de structures familiales, qui sont à la fois naisseurs et engraisseurs, c'est-à-dire qu'ils ont détruit, ils font naître les cochons, et puis ils engraissent les cochons derrière. Or, l'évolution de la productivité se fait surtout à grand renfort d'investissement et d'agrandissement des élevages. Et sur ce plan-là, nos concurrents principaux, que sont les Hollandais, les Danois, mais aussi les Espagnols et les Allemands, avec des nuances assez importantes, mais enfin, globalement, vont vers des élevages de plus en plus importants et en séparant le métier de naisseur du métier d'engraisseur. Et de fait, la filière française commence à souffrir d'un manque de compétitivité. Quels sont les problèmes auxquels les éleveurs doivent faire face ? L'un des autres problèmes est aussi que la production porcine travaille entre deux marchés très très globalisés et sur lesquels il y a très peu de façons d'intervenir. L'un, c'est le marché de l'aliment. Pour les cochons, ça consomme des céréales et des protéagineux ou des sous-produits céréaliers et protéagineux. Et les éleveurs achètent en fait ces produits ces aliments sur le marché mondial ou au cours du marché mondial. Le deuxième marché, c'est en France le marché du porc breton, qui suit en gros les marchés du porc des autres pays avec un petit peu de délai ou de différence, mais très peu en fait sur le court terme. Et en fait, ce marché en aval est très très concurrentiel et très très lié en fait au volume d'offres et de demandes. Et le moindre décalage produit des effondrements de cours. En clair, depuis 3 ans, le marché du porc breton est un marché sous-coté, c'est-à-dire qu'en fait, en moyenne 20 centimes d'euros en dessous du cours pour un produit qui vaut en gros 1,50 € du kilo. Et puis, alors que le marché de l'aliment s'est envolé et est passé en l'espace de 2 ans de 210 € la tonne à 320, comme c'est le cas maintenant. Et c'est une des raisons pour lesquelles les éleveurs bretons actuellement n'ont pas de rentabilité et même sont globalement déficitaires, sachant aussi que ce ne sont pas les seuls, puisque les Danois ou les Espagnols sont aussi logés à la même enseigne. Mais eux ont des gains de productivité que probablement les Bretons n'ont pas. Quelles sont les possibilités de pratiques alternatives qui permettraient aux éleveurs de s'en sortir ? Le principal problème au niveau commercial du porc, c'est que tous les porcs sont pareils. Bon, quand vous arrivez devant l'acheteur de la grande distribution et qu'il y a 3 vendeurs qui ont exactement le même cochon, qu'est-ce qui va compter ? C'est celui qui le vendra le moins cher. Alors c'est vrai pour le cochon, c'est vrai pour la viande à découpe, c'est vrai pour le pâté, c'est vrai pour le jambon, etc. Ce qui fait que c'est complètement déflationniste. Donc il faut imaginer un autre cochon, un cochon de rupture qui ne soit plus lié au marché de Chicago pour l'alimentation, ni au marché du porc breton. Et pour ça, il faut reprendre des pratiques qui fassent que le cochon, tels les poulets label rouge par exemple, qui sont assez différents du poulet classe A, qu'on ait un cochon qui soit dans l'assiette du consommateur différent. Alors, ça passe par un certain nombre de critères. Il y a la race de porc. Bon, actuellement, vous avez 3000 truies de races non conventionnelles, c'est-à-dire en fait des races anciennes conservées, donc dont
peut-être le plus important est le porc gascon, dont on parle un peu. Mais enfin, tout confondu, il y a 3000 truies contre 1 200 000 truies en conventionnel, pour vous donner l'ordre de grandeur. Donc c'est déjà de repartir peut-être sur des bases de race. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi les conditions d'élevage. Repartir sur de l'élevage extensif. C'est ensuite d'avoir d'avoir des régimes alimentaires liés en fait avec des productions vivrières du coin. On n'est pas obligé de donner du maïs à tout le monde. On en donne en Bresse parce qu'il y a du maïs peut-être, mais on peut aussi nourrir le porc avec de l'orge, du blé, des drèches de colza, etc., suivant ce qu'on a dans le coin. Et tout ça, on peut arriver à avoir un produit qui est complètement différent du porc standard et qu'on peut valoriser en le vendant plus cher. Il y a des consommateurs qui sont prêts à y mettre plus cher, d'autant plus que dans ces cas-là, on peut aussi leur avancer que le bien-être animal est respecté, qu'on ne passe pas notre temps à bourrer les porcs d'antibiotiques ou d'antidépresseurs, ni de leur couper la queue, ni les dents, etc. Donc tout ça, ça fait partie du marketing mix. Et il y a une clientèle pour ça. C'est pas la peine de reprocher à la grande distribution de faire baisser les prix à chaque coup, ce qui est vrai, le reste, les pratiques de la grande distribution, elles existent. Mais elles sont d'autant plus fortes que tout le monde fait la même chose. Voilà.